Bonjour chers amis bibliothécaires, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que votre week-end a également bien commencé. J'espère aussi que vous attendez la suite de cette histoire avec impatience et que vous êtes donc heureux de me retrouver pour en savoir un petit peu plus et que nous puissions donc reprendre notre chapitre concernant notre abduction. Car oui, si jamais vous tombez sur cette vidéo, sachez que ceci est la partie 2 d'une vidéo concernant une abduction très connue qui s'est déroulée en 1973 et que je vais donc terminer le chapitre de ce livre sur l'abduction de Pascagoula. Donc si vous n'avez pas encore vu la partie 1, allez d'abord voir le début de l'histoire avant de continuer avec celle-ci s'il vous plaît. Ça sera plus simple je pense de faire les choses dans l'ordre. Pour tous les autres, vous savez que bien sûr, comme à chaque début de vidéo, je vous incite à vous installer bien confortablement, faire ce que vous voulez. Si vous avez envie de vous mettre dans votre lit, juste fermer les yeux, m'écouter, regarder la vidéo sur votre canapé, sur votre chaise longue, sur votre chaise, votre pouf, si vous avez envie de faire de la couture et seulement m'écouter. En fait, c'est selon comment vous vous sentez en fait le plus à l'aise pour prendre connaissance donc de cette partie 2 des abductions de Pascagoula. Si vous êtes prêts, bien installés, je vais pouvoir donc continuer. Donc je vous rappelle que dans la dernière vidéo, donc la partie 1, je me concentrais essentiellement de vous rapporter les faits de façon donc générale sur le dossier qui a été raconté aussi bien dans le dossier de police, dans les livres, mais aussi citer les paroles même d'Hickson et de Parker sur ce qu'ils avaient vécu. Donc c'était vraiment l'enlèvement et on va dire un tout petit peu après l'enlèvement au moment où ils ont été chez le shérif. J'ai dû citer des endroits de livres qui ont été publiés un peu plus tard, mais bon, qui parlaient de ce moment-là. Là, dans cette partie 2, nous allons voir justement ce qui s'est déroulé après cette histoire. Comment cela a fuité dans les médias, comment ça a été quelque part le début de l'enfer pour eux, parce que c'était pas du tout ce qu'ils voulaient que ça soit médiatisé à ce point-là. Mais aussi, comme je le disais, les examens d'ufologues apparemment très reconnus dans le métier à l'époque, Harder et Hineck. Mais bien sûr, malheureusement, les détracteurs, ce qui en est devenu à peu près dans la culture d'aujourd'hui de cette histoire de Pascagoula. Enfin, vous allez voir tout cela en écoutant et laissant se dérouler cette vidéo. Donc tout d'abord, revenons sur ce qui s'est passé juste après ce fameux enregistrement de bande audio, de ce qu'ils ont déclaré tout simplement au shérif à l'époque, en 1973. On apprend d'ailleurs que Parker avait écouté et été mis au courant de cette fameuse bande sonore qui aurait été retrouvée, donc, ainsi que Hickson, bien plus tard que les députés eux-mêmes, puisque les députés à l'époque avaient été prévenus que l'interrogatoire, et ils se sont dit entre eux après, avait été enregistré. C'est pour ça d'ailleurs que les députés, et comme je vous l'avais dit dans la partie 1, le shérif, les ont pris plus au sérieux sur leur histoire. De son côté, Parker, lui, il va plutôt demander aux autorités de ne parler à personne de ce qu'ils avaient vécu. Il aurait rapporté. Je n'allais le dire à personne, mais quand nous sommes revenus au chantier naval le lendemain, ils le savaient tous déjà. Car oui, en effet, le lendemain, ils ont voulu reprendre une vie tout à fait normale au chantier. Cependant, ils se sont rendus au travail, tous les collègues connaissaient déjà l'histoire, et malheureusement, au chantier FB Walter Hanson, il y a des attroupements qui ont commencé à se faire, puisque le chantier a commencé à être envahi de camionnettes de presse. À vue de nez comme ça, Parker a estimé qu'il y avait environ 200 journalistes qui étaient sur le chantier, dans le seul espoir de pouvoir lui parler, ainsi bien sûr qu'à son collègue Hickson. En plus des journalistes qui étaient présents ce jour-là, vous aviez des astronomes et des ufologues, dont le fameux docteur J. Allen Hynek et le docteur James Harder. Ils sont arrivés, eux, à peu près 36 heures après ce qu'il s'est passé à Pascagoula. Leur but, bien sûr, était d'interviewer et d'hypnotiser Parker et Hickson pour voir s'ils disaient la vérité. Il faut savoir d'ailleurs que Hynek, à ce moment-là, était le conseiller scientifique de 3 études majeures concernant les ovnis. C'était des études qui avaient été entreprises par la US Air Force. C'était le projet Sign, le projet Grudge et le fameux, plus connu, projet Blue Book. Parker dira, après tout ce qui s'est passé, « Bien sûr, j'ai perdu mon emploi au chantier naval, parce que les gens ne voulaient pas me laisser tranquille. » Il est donc rentré chez lui, à Laurel,
Et quelque part, il espérait, en rentrant finalement chez lui, qu'il pourrait laisser derrière lui tout ça, tout ce qui s'est passé le 11 octobre. Le problème, c'est comme il le dit lui-même, ça a commencé à partir de là. C'était comme des montagnes russes. Je suis allée travailler, le journaliste se présentait au travail pendant que je travaillais. Si vous saviez, les gens pour qui vous travaillez finissent par en avoir marre. Alors, je perdais toujours mon emploi. Finalement, pour être plus tranquille, pour pouvoir quelque part continuer un peu sa vie, Parker va décider de changer de nom. Il va se faire appeler Randy, pour justement essayer d'éviter le plus possible la presse. Et malheureusement, il dira lui-même, et c'est à partir de là que, pour me cacher, je suis devenu Randy. Et cela m'a suivi toute ma vie. Mantel, qui connaissait donc cette affaire, va décrire un peu celle-ci, alors que celui-ci ne vit pas aux États-Unis, puisque son domicile se trouve dans le West Yorkshire, dans le nord de l'Angleterre. Il va comparer ce qui arrive à Parker et Hickson, quelque part, à une émission qui a été diffusée chez lui dans les années 80, qui s'appelait The Hulk. D'ailleurs, il nous décrit la série pour nous faire comprendre la comparaison entre les deux. En gros, The Hulk était poursuivi par un journaliste. Chaque fois que le journaliste le rattrapait, The Hulk passait à la ville voisine. Calvin était le vrai Hulk, bien qu'il ne se soit pas transformé en un gros monstre vert. Chaque fois qu'il était reconnu ou que les journalistes l'ont rattrapé, il a littéralement, avec sa femme et sa famille, fait leur valise pour s'éloigner d'eux, afin de pouvoir tout recommencer à zéro. Donc vous voyez que Parker vit quand même très mal ce qui se passe par la suite. En plus, après tout ça, en plus de l'enregistrement sur bande, il y a eu des séances d'hypnose, comme je vous en parlais, qui ont été organisées par les docteurs, mais aussi des tests polygraphiques pour pouvoir étayer et confirmer l'histoire de Parker et Hickson. Parce qu'il faut savoir qu'à cette époque-là, même si ils ont reçu les polygraphes, l'hypnose, ils disaient la même chose, etc., même leurs amis et leur propre famille ne les croyaient pas. Parker dira: nous avons passé des tests polygraphiques, des tests de stress vocal, nous avons été hypnotisés 3 fois, avons eu plus de témoins crédibles que n'importe quel cas, et des gens plus crédibles encore ont parlé. Mais tu vois, dans les années 70, les gens pensaient simplement que tu étais fou, d'avoir fait que ce soit quelque chose ou d'avoir vu quelque chose comme ça. Au final, Parker avouera qu'il ne sait même pas qui l'a cru dès le départ et qui ne l'avait pas cru. Parce qu'au maximum, comme je vous le disais, vivant très mal, il évitait de parler de ce sujet. Et cela pendant bien longtemps. Il dira une chose: mon beau-père ne m'a pas cru. Quand c'est arrivé pour la première fois, il a dit à ma femme: tu n'as pas besoin de l'épouser, et tout le tralala. Mais ensuite, il est revenu sur ce qu'il disait et il s'est excusé. Il m'a pris à part, il m'a dit: fils, je te dois des excuses. Je ne te croyais pas quand c'est arrivé, mais j'ai vu quelque chose depuis et je te crois. Il ne fait aucun doute dans mon esprit que cela vous est bien arrivé. Parker, à la base, était un homme religieux. Il est resté toujours très religieux après ce qui lui est arrivé. Et il faut dire qu'à l'époque, il avait envisagé de devenir prédicateur. Quelque part, après l'histoire, les médias qui s'en sont mêlés, c'est un autre de ses rêves qui est tombé ou qui a volé en éclats. Parce qu'il ne faut pas se mentir, il le dit lui-même, dans les années 70, tu racontes ça, la majorité des gens te prenaient pour des fous. Donc comment un prédicateur pouvait être crédible en racontant qu'il avait été enlevé par des ovnis? C'était plus possible. Il le dira lui-même d'ailleurs. Cela m'a enlevé tellement de crédibilité que je n'aurais pas eu assez de gens qui me croyaient. Je ne le pensais pas du moins. Plus tard, un reporter pour un documentaire va lui demander justement la question: comment te sentirais-tu si je te disais que je ne te croyais pas? Parker lui a alors répondu: tu sais mon gars, c'est ton opinion. Si tu veux y croire, tu le peux. Si tu ne le fais pas, tu ne le fais pas. Je sais ce qui s'est passé. Je sais que je dis la vérité. Aujourd'hui, du moins sur les documents que j'ai pu voir, Parker est en retraite. Hickson, quant à lui, je vous l'ai dit, est décédé en 2011. Mais avec le temps, quelque part, Parker est devenu un peu plus ouvert pour parler de cette fameuse nuit. Alors qu'avant, comme je vous l'ai dit, il voulait essayer de fuir le plus possible. C'est d'ailleurs sa femme, quelque part, Wynette, qui est en grande partie à remercier sur ce point-là. Oui, c'est sûr, maintenant il en parle un peu plus, on pourrait se dire oui, ça fait plusieurs décennies, il en parle seulement maintenant. Mais Parker, après tout cela, malheureusement, il a eu des choses à supporter, puisque à cause de cette histoire, de cette médiatisation, etc.,
Parker et son épouse en sont arrivés à divorcer. Heureusement pour lui, ils ont vu que leur amour n'était pas mort et elle a décidé de venir ressoutenir Parker et ils se sont remariés. Et quelque part, Parker va dire lui-même « Tout était de ma faute. Ce n'était pas sa faute. » Justement, à l'époque, il évoque le fait que tout cela était ingérable en disant « Je ne pouvais tout simplement pas gérer la pression. J'ai fait une dépression nerveuse. » Donc c'est pour ça que oui, finalement, il a fallu du temps. Il a fallu qu'il digère la médiatisation, il a fallu qu'il digère le divorce, qu'il réapprenne, entre guillemets, à être plus calme, à se battre contre sa dépression, à se retrouver avec sa femme et à se remarier. Donc tout ça, ça prend du temps, ça se fait pas en un claquement de doigts. Surtout quand on fait une dépression nerveuse, je sais de quoi je parle. Donc oui, il a mis du temps à décider d'en parler, mais maintenant il le fait, et c'est grâce à lui quelque part aussi que j'ai pu vous en dire plus dans la partie 1, puisque c'est des extraits de ses propres dires dans une interview qui s'est passée des années plus tard. Donc on va pas lui reprocher de cette tue, il avait sa vie, il avait envie d'essayer que ça aille pour le mieux, mais malheureusement pour lui quelque part, ça n'a pas été le cas, et on comprend mieux pourquoi, quand il évoque cette partie, il dit que c'était pas vraiment ce qu'il a vécu le pire, c'est ce qui est arrivé après qui a été le début de l'enfer pour lui-même. Maintenant, vous comprenez mieux pourquoi. À tout cela, comme vous avez compris, avec les journalistes, on a eu une enquête des fameux ufologues INEC et R2, puisque, comme vous l'avez compris très vite, avec l'amplification médiatique, toute cette histoire va prendre un engouement et une dimension internationale. Et ce sont donc les ufologues Alan Hynek et James Parker qui viennent du Centre d'études sur les ovnis en ce qui concerne Hynek et Harder d'une organisation de recherche sur les phénomènes aériens qui se sont alors précipités pour essayer d'entendre le plus vite possible les déclarations des deux hommes. Comme dit un peu plus tôt, ils vont tenter de les hypnotiser. Et en conclusion, Harder va dire de Hickson et Parker qu'ils ont été témoins d'un phénomène extraterrestre. Ce sont exactement ces termes. Hynek, quant à lui, il est plutôt d'avis qu'ils ont vécu une expérience réelle et effrayante. Donc il ne se prononce pas trop. C'est plus Harder qui utilise le mot extraterrestre. À sa demande même, Hickson va passer au détecteur de mensonges. Donc un agent va s'occuper d'organiser l'examen. On lui a fait signer les papiers, ainsi que Parker, qui était une sorte de contrat qui visait à promouvoir leur récit d'enlèvement. Et c'est là que notre cher ami dont j'ai déjà parlé dans une autre histoire d'OVNI, Klaas, fait son apparition, puisque celui-ci dira de ce fameux résultat du détecteur de mensonges, qui pour le coup prouvait qu'il ne racontait pas de bêtises, que tout ce qu'il a vécu, c'est du moins ce qu'il lui a pensé avoir vécu. Et bien Klaas va y mettre son petit grain de sel, en disant qu'à cette époque, l'opérateur qui s'occupait donc du détecteur de mensonges était inexpérimenté. Donc du coup, on va proposer à Hickson de faire le test une deuxième fois et sous la conduite d'un opérateur de police. Et quelque part, je le comprends, à ce moment-là, il va refuser et Parker aussi va refuser. Je pense que c'est un peu compréhensible qu'ils en ont un petit peu par-dessus la tête de tout ça. Mais nous verrons un petit peu plus tard ce qu'en pense justement notre chère Klaas, que vous avez pu comprendre dans une vidéo d'il n'y a pas longtemps. Je ne porte pas vraiment dans mon cœur. En ce qui concerne, on va dire, l'exploitation commerciale, puisque c'est ce que c'est malheureusement, vu que cette histoire a fait beaucoup parler, Hickson, par la suite de tout ça, va participer à plusieurs débats télévisés, des conférences, des interviews, et il va même publier, donc en tant qu'auteur en 1983, un livre qu'il va rédiger, donc co-rédiger avec William Mendez, et qu'il intitule UFO Contact at Pascagoula. Et Hickson prétendit qu'il a eu en 1974 d'autres rencontres avec des extraterrestres et que ceux-ci lui auraient confié qu'ils étaient pacifiques. En ce qui concerne Parker, après que toute la grosse vague, on va dire, soit passée, lui, il va fréquenter des colloques d'ufologues et en 1993, il va créer sa propre société du nom de UFO Investigation, où il va s'occuper de réaliser des émissions télévisées sur les ovnis. Donc voilà ce qu'il en a été pour leur histoire après tout cela. Maintenant, nous avons l'analyse de notre cher sceptique, voire qui n'y croit pas du tout, on peut dire ce qui est, le fameux journaliste américain Philip Klaas, qui va donner son avis
et qui va tout de suite dire que toute cette histoire n'est que supercherie. Oui, c'est le terme qu'il a utilisé. Pour cela, Philippe Klass va pointer plusieurs choses qui ne vont pas dans le témoignage de Hickson, du moins selon lui. Pour lui, donc, l'opérateur du détecteur de mensonges qui avait déclaré que le témoin croyait en la réalité de son enlèvement n'avait pas assez d'expérience pour se servir de ceci. Et en plus, ce qui, pour lui, le détermine à montrer que c'est bien du faux, c'est que lorsqu'on a proposé de refaire un deuxième test, Hickson a refusé de refaire un test au détecteur de mensonges. Et cette fois-ci par un opérateur qui était beaucoup plus expérimenté dans ce sujet. Donc rien qu'avec cela, ou du moins c'est seulement ces 2 points que j'ai trouvés qu'il utilise comme argument, pour lui, il en conclut que toute cette affaire, c'était qu'une supercherie. Pour sa part, là on a un autre sceptique, du nom de Joe Nickell. Lui, il va plus parler du comportement de Hickson. Il trouve que celui-ci était plutôt douteux et qu'il aurait modifié ou même embelli son récit lorsqu'il passait à la télévision. Nickell suppose que Hickson a totalement imaginé cette rencontre avec des extraterrestres lors d'un état de rêve éveillé. Et que quelque part la confirmation par Parker de son récit était juste due à sa grande suggestibilité, puisqu'il avait affirmé à la police qu'il avait perdu connaissance au début de l'incident et qu'il n'avait repris ses esprits que lorsque tout était terminé. Pour faire simple, il y en a un qui dit que c'est juste du bullshit. Désolé du terme, mais c'est clairement comme ça qu'il le fait comprendre. Il est toujours dans le bon ton, hein, Philippe Klass. Et le deuxième, Joe Nickell, lui, il pense, et là, je ne dirais pas qu'il a tort de penser comme ça reste une hypothèse en effet. Lui, il penche plus pour le fait que Hickson ait vécu un rêve éveillé et que comme Parker, il l'a dit lui-même, et je vous renvoie à la partie 1 pour ça, qu'il a perdu tout simplement connaissance et qu'il est revenu que quand il les avait supposément ramenés sur Terre. Donc c'est juste le fait que Hickson lui racontait quelque chose qui lui a fait croire que lui aussi avait vécu la même chose et du coup ils avaient tous les deux le même discours. On peut dire que c'est une hypothèse, voilà. C'est comme l'hypothèse que ce qu'ils aient vécu était totalement réel. Pour moi, ça se vaut les deux. Mais je garde par rapport à ce que je viens de dire, je garde le même avis sur Philippe Klass. Je suis désolée, ceux qui le défendent, mais moi pour le coup, là, il n'est pas revenu dans mon estime avec son histoire. Quand on dira je suis contre les sceptiques, non, vous avez bien vu, je suis contre ce que dit ce sceptique-là, Philippe Klass, puisque je tends à pencher que c'est une possible hypothèse sur un autre sceptique, donc que je vous ai cité, Joe Nickell. Donc je ne suis pas contre le fait d'explications, mais des explications débiles ou ironiques, ou qui tiennent pas trop debout, j'ai un peu de mal. Et si ces seules explications à Klass, c'est parce que celui qui s'occupait de faire du détecteur de mensonges connaissait pas assez le matériel et que Hickson a refusé de le refaire une deuxième fois, qu'il l'amène seulement à penser que c'est une supercherie, ça fait un peu light, je trouve. Après, peut-être qu'il avait plus d'arguments, mais je les ai pas trouvés, en tout cas. Et la preuve que je, entre guillemets, ne veux pas vous faire croire que tout ce qu'ils ont dit est vrai, etc., puisque j'ai remarqué que certains ont étudié ces faits, les choses qui m'ont été racontées, ont étudié les interviews qui m'ont été données, enfin voilà. Et il se trouve qu'il y aurait certaines incohérences contradictoires qui commenceraient à faire planer un peu le doute sur la crédibilité de cet enlèvement. On citera notamment dans ces incohérences, et là ce sont celles qui ont été relevées pas par moi, je le précise, qu'au cours d'une interview, donc plus de 20 ans après les faits, Parker aurait donné un récit beaucoup plus élaboré que ce qu'il avait à la base raconté au shérif. Tout d'abord, il a avoué avoir menti sur le fait que s'était évanoui dès qu'il avait vu ces fameux ravisseurs extraterrestres. Ensuite, Parker va ajouter des nouveaux détails sur le fait qu'il aurait été emmené dans un long couloir à l'intérieur d'un vaisseau qui menait à une pièce dans laquelle il avait été examiné par un extraterrestre, comme une sorte de petite femme, comme je vous avais cité un peu plus tôt, qui disait que s'il l'avait croisé dans un bar, il l'aurait bien dragué parce qu'il n'aurait pas reconnu que c'était une extraterrestre. C'est ce que je vous ai cité dans la partie 1, ça, le concernant. Donc pour eux, déjà, il y a quelque chose qui ne va pas. Soit il s'est évanoui, soit il se souvient de quelque chose.
l'explication des incohérences continue sur le fait qu'ils nous rapportent qu'ils étaient totalement paralysés. Et on a même, à un moment, l'un des deux, je ne sais plus depuis la partie 1, mais qui dit qu'il a juste pu tourner la tête parce qu'il ne pouvait pas bouger pour voir je crois que c'est Parker lui-même, pour observer la nouvelle créature qui rentrait dans la pièce. Mais ça n'empêche que malgré cette paralysie totale, Parker aurait pu observer qu'on injectait une grosse aiguille à la base de son pénis. De plus, la fameuse créature féminine aurait en quelque sorte communiqué par télépathie, comme c'est souvent le cas dans les récits, que ce soit de rencontres avec des supposés extraterrestres comme d'abduction. Et elle aurait informé Parker qu'il avait été kidnappé dans un but précis, mais que la tentative de réconfort de cette femme n'a pas atténué son pressentiment intense d'un danger imminent. Mais pour ceux qui ont étudié donc tout ce qui est interview, tout ça, comme je vous le disais, le plus frappant de toutes les incohérences qu'ils ont pu trouver, c'était que Parker affirmait 19 ans plus tard qu'il aurait de nouveau rencontré exactement le même vaisseau spatial et qu'il était monté librement à bord de cet engin et qu'il avait revu ainsi la fameuse jeune femme extraterrestre qu'il aurait examinée en 1973. Cette fois-ci, selon lui, elle lui aurait parlé verbalement avec un anglais parfait pour dire à Parker qu'ils adoraient tous les deux le même Dieu et ils ont vérifié l'authenticité totale de la Bible. Elle conclura en racontant à Parker que les habitants de sa planète voulaient vivre sur la Terre, mais qu'ils estimaient que les humains étaient trop sujets à la destruction et à la violence en raison des fameuses histoires de guerre que le monde a connues, et cela depuis bien longtemps. Et qu'il connaît encore, puisque celle-ci ne se déroule pas très loin de chez nous encore et dans d'autres pays du monde. Donc voilà ce qu'ont rapporté comme incohérence ceux qui ont un peu étudié le sujet. Après, moi je ne prendrais pas le fait qu'il aurait revu le vaisseau comme une incohérence, puisque fatalement s'il l'a vu 19 ans plus tard, il n'aura rien dit sur ce sujet-là à l'époque, donc il ne s'est pas contredit ou quoi. Ça peut vous paraître bizarre en soi, oui, que peut-être oui, il invente ça et que c'est qu'il a revu personne, ça reste possible. Mais je n'aurais pas mis ça comme une incohérence, comme ils l'évoquent eux-mêmes après leur étude des interviews. Mais bon, après à vous de me dire ce que vous pensez de ces incohérences. Elles sont pas non plus d'une clarté où on pourrait dire « Ah ouais, là tu marques un point quand même ». Après, pour le coup, là où je suis un peu plus sceptique en effet, c'est sur le coup de la fameuse seringue. Si en effet ils étaient paralysés, comment il a pu voir qu'elle mettait une seringue à cet endroit-là? À moins qu'il l'ait vu, bien sûr, arriver avec la seringue et qu'il ait senti qu'on l'a rentrée à cet endroit-là. Là aussi, ça peut rester un argument. Donc du coup, je sais pas. Dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez que c'est des contradictions? Est-ce que vous avez un argument à donner par rapport à ça? Ou justement, vous pouvez dire que oui, mais non, ce qu'ils disent se contredire, en fait, c'est totalement explicable. Enfin voilà. Vous vous y connaissez pour certains mieux que moi en ce qui concerne les ovnis, donc n'hésitez pas à vous exprimer pour me dire ce que vous pensez de ce cas de Pascagoula. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que cette histoire a tellement marqué dans l'histoire qu'en 2019, oui je sais, ça fait plusieurs décennies plus tard, on est d'accord, mais ça n'empêche que c'est à noter, en 2019, on va placer un marqueur historique au niveau de la rivière Pascagoula, juste en face du site où l'enlèvement présumé aurait eu lieu. Sur la plaque, on peut lire ceci. Cela reste le cas le mieux documenté d'enlèvement extraterrestre, d'autant plus qu'il y a une bande secrète impliquée et non pas un, mais deux témoins. Quand on a officiellement dévoilé ce fameux marqueur, Parker a été vraiment submergé par les émotions, puisque quelque part le fait que l'on marque historiquement ce qui s'est passé, ça légitimait son histoire. Pendant des décennies, quelque part, il s'en est pris plein la tête par ceux qui n'y croyaient pas, on l'a ridiculisé, etc. Que là, quelque part, on montrait ce que j'ai vécu, ça s'est passé. Est-ce que c'est extraterrestre ou pas, enfin voilà, on ne sait pas trop, mais en tout cas, il a bien vécu quelque chose et officiellement, il s'est reconnu. Donc du coup, Parker en a même pleuré. Il dit de ce moment
Ce fut l'un des moments les plus heureux de ma vie. Et c'est rare que de tels mémoriaux d'incidents d'OVNI existent. Mantle, le fameux journaliste qui a interviewé Parker plusieurs dizaines d'années plus tard, dit que il y en a certains dans le monde, dans différentes parties du monde de ces marqueurs, mais généralement ils sont placés malheureusement quelque part bien après la mort des personnes qui auraient vécu le phénomène. Et heureusement quelque part à cette époque, au moins un des deux, puisque je vous rappelle que malheureusement l'un est mort en 2011, Nixon, eh bien heureusement Parker lui a pu voir et être là lors de la pose de ce marqueur historique, et tout cela a pu être dévoilé officiellement, et quelque part c'est quelque chose qui l'a totalement soulagé en fait. Et ces dernières années concernant cette histoire, sachez qu'il y a encore plus d'exemples qui valident l'histoire, qui ont pu être trouvés. On a trouvé plus de 2 douzaines de témoins qui ont présenté leur propre rapport d'observation d'OVNI sur ou autour de la rivière Pascagoula dans le comté de Jackson dans les semaines qui entourent le 11 octobre. Un homme, quant à lui, a rapporté avoir vu un grand vaisseau qui flottait au-dessus de la rivière alors qu'il était dans la cabine de sa grue, puisqu'il travaillait cette nuit-là. Un couple, lui, a rapporté qu'il a vu un grand vaisseau avec une lumière bleue voler bas au-dessus de la rivière alors qu'ils étaient en train de rouler sur un pont. Lorsque l'homme, le lendemain, donc l'homme du couple, est parti rendre visite à sa tante, qui vivait dans la région, avant que celui-ci ne dise quoi que ce soit de ce qu'il avait vu la veille avec sa femme, sa tante lui a dit « Vous ne devinerez jamais ce que j'ai vu la nuit dernière ». Et elle lui a rapporté exactement la même chose. Un autre couple a dit, lui, qu'il était sur la rive opposée. Il attendait l'arrivée d'un bateau. Ils auraient alors vu des lumières bleues de l'autre côté de la rivière et un objet ou une créature grise dans l'eau. L'homme aurait dit à sa femme « Ne le dis à personne, il penserait que nous sommes fous ». Et qu'est-ce qui est arrivé le lendemain au journal télévisé et dans plusieurs médias après au fil du temps, après ce que toutes ces personnes ont vu? L'histoire de Charlie et Calvin. Ça fait quand même un peu beaucoup. Après, encore une fois, je ne dis pas forcément que c'était extraterrestre, mais qu'il s'est passé quelque chose et qu'il y a plusieurs témoins, ben apparemment ça a l'air d'être le cas. Qu'est-ce que c'était? Mystère. Et donc je vais arriver bientôt à la fin de la vidéo, je vais juste évoquer pour ceux que ça intéresse culturellement parlant et surtout au niveau des livres, si vous avez envie d'en découvrir plus. Eh bien sachez que à un moment Parker a envie de raconter ce qu'il a vécu et du coup il va décider d'écrire un livre qu'il publiera en 2018 pour y détailler toute son expérience. C'est d'ailleurs à ce moment-là que l'événement va redevenir un bon centre d'attention et que de son côté, Clarion Ledger va publier toutes les histoires qu'il a pu avoir d'autres personnes qui ont été témoins de ce fameux objet non identifié dans le ciel à Pascagoula le 11 octobre 1973. Calvin Parker a écrit plus précisément 2 livres, donc si cela vous intéresse, c'est Pascagoula, The Closest Encounter, My Story, et le second c'est Pascagoula, The Story Continues, New Evidence and New Witnesses. Tous les 2 sont disponibles en ligne et aussi disponibles dans divers magasins à Pascagoula, chez Flying Disc Press. En ce qui concerne Mantle et le docteur Trina Scott, qui est une physiologiste, ils ont tous les 2 écrit plusieurs livres sur les ovnis et ils ont travaillé à retrouver les fameux témoins qui auraient vu la même chose le même soir ou un petit peu avant ce qu'auraient vécu Charles et Calvin. Tous les 2 ont recueilli ces fameux témoignages, comme je vous le disais, et en ont fait un livre. Donc si ce livre vous intéresse, ça s'appelle The Pascagoula Close Encounter, Witnesses on the Record. Mantle dira d'ailleurs, en se souvenant de l'écriture de ce livre, « Ma femme a dit que j'étais comme un véritable enquêteur de police à la recherche de preuves. » Quant à Flying Disc Press, qui s'est occupé donc de la publication des romans de Parker, eux, ils voient également à travailler sur un roman graphique concernant l'histoire de l'enlèvement de Pascagoula. Mais on parlerait aussi d'une série documentaire en 3 parties qui serait basée sur l'histoire de Parker et qui a été reprise par une société de radiodiffusion britannique. Il y a aussi la possibilité d'une série dramatique qui sera en 5 parties
et qui, moi, quand j'ai vu l'article, était en discussion avec un certain nombre de sociétés de production. À l'heure actuelle, en tout cas, aux dernières nouvelles, depuis que Parker a publié son premier livre, celui-ci apparemment ne fait plus de cauchemars à propos de l'enlèvement. Il dit « Après la sortie du livre, j'ai pu mettre tout ça derrière moi. Ça s'est passé, je l'ai accepté. C'était juste un grand soulagement, un poids en moins sur mes épaules. » Son énergie à ce moment-là est totalement concentrée à profiter de sa retraite avec sa femme Wynette, à continuer de pêcher parce que cela ne l'a pas empêché de continuer à aimer de pêcher, et à lutter contre, malheureusement, un diagnostic de cancer. Il déclarera « Je mène une bataille totalement différente en ce moment, mais ce n'est pas le premier. » Malheureusement, je n'ai pas pu trouver plus d'infos concernant si, depuis cette interview avec Mantle, si, on va dire, son cancer avait pu être diminué ou avoir totalement disparu, ou si le diagnostic qui avait été fait était malheureusement pour un cancer inguérissable, on va dire. Donc je n'en sais pas plus. J'espère pour lui, en tout cas, qu'il a pu bien se battre contre cette saleté. Ça n'empêche qu'après tout ce qu'il a vécu, il dit lui-même qu'il n'oubliera jamais ce qui lui est arrivé cette fameuse nuit du 11 octobre 1973. Il dit lui-même quelque part que c'est quelque chose qui vit désormais avec lui. Plus qu'il vit contre lui, comme cité qui pesait un poids sur ses épaules, mais maintenant il a appris à vivre avec. Je vous avais prévenu que ça allait être un grand cas à parler, donc je pense que j'ai bien fait de diviser cette histoire en deux parties. Sinon je pense que ça vous aurait fait un peu trop d'informations d'un seul coup. Pour vous donner mon opinion, moi personnellement, ce que j'en pense, c'est un peu comme souvent, je ne sais pas vraiment quoi en penser, j'aurais tendance toujours à prendre avec des pincettes, et cela ne veut pas dire pour autant que je dis que ce qu'ils racontent est faux. Je ne nie pas qu'ils ont vécu quelque chose, qu'ils nous ont raconté ce qu'ils ont vécu. Eux, ils qualifient d'extraterrestres, après je ne sais pas. Je ne sais pas si c'était vraiment des extraterrestres, je ne pourrais pas dire, je ne peux que croire le récit qu'ils font des événements. En tout cas, la seule chose que je sais, c'est qu'en effet, c'est quand même bizarre qu'eux aient vécu ça et que plusieurs dizaines, voire une vingtaine de témoignages de personnes racontent qu'eux aussi, ils ont vu ce fameux objet qui se baladait le soir même de l'enlèvement au niveau de Pascagoula, sans savoir à ce moment-là que Charles et Calvin allaient être enlevés. C'est vraiment étrange quand même. Donc vous voyez, j'ai pas un avis fermé, j'ai pas vraiment d'avis. Je crois juste tout simplement ce qu'ils nous ont raconté, voilà. Ils ont vécu quelque chose, je suis personne pour dire ce qu'ils ont raconté est faux. Oui, pour faire des hypothèses, mais malheureusement moi personnellement je n'en ai pas. Mais certainement pas pour dire clairement qu'ils ont raconté des conneries et que c'était total un canular. Au vu de ce qu'ils disent, je ne le pense pas. En tout cas, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont vraiment vécu quelque chose de bizarre. En tout cas, vous pouvez me dire ce que vous pensez de toute cette histoire. Est-ce que vous pensez qu'ils ont vraiment vécu cela? Est-ce que vous pensez que c'était une sorte de rêve, une invention ou je ne sais quoi d'autre? Est-ce que vous avez des arguments pour m'expliquer pourquoi vous pensez cela? Enfin, tout ce que vous voulez dire concernant cette affaire, vous pouvez me le dire tranquillement en allant dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous lire. Vous savez que ce qui concerne les ovnis n'est pas non plus mon domaine de prédilection. Donc j'essaie de faire pas mal de recherches quand je vous parle d'un de ces sujets-là. Mais je ne suis pas à l'abri de dire des bêtises, hein, ça arrive à tout le monde. Donc si vous avez des infos à m'apporter ou m'expliquer ce que vous pensez de l'affaire, eh bien je le prends avec plaisir. Et si vous avez aimé en savoir plus sur cette histoire, peut-être que vous la connaissiez déjà. Enfin, si vous avez aimé, tout du moins, le fait que j'ai parlé de cette histoire et que j'ai pas dit trop de bêtises et que vous avez trouvé la vidéo convenable, eh bien vous pouvez me le montrer en me mettant un petit like qui fait toujours plaisir, je vais pas vous mentir. Et si vous découvrez cette chaîne, donc avec cette vidéo, eh bien déjà je vous conseillerais d'aller voir la partie 1, c'est même dommage parce que je l'avais déjà conseillé un peu plus haut, ça aurait été mieux. Et puis si vous aimez tout ce qui concerne le surnaturel, le paranormal,
dans pas mal de sujets, eh bien sachez que c'est justement ce que fait ma chaîne. Je parle beaucoup, parce que j'ai divers sujets, donc j'essaie de faire un roulement pour essayer de parler des choses à peu près à part égale et de ne pas mettre une catégorie en avant par rapport à d'autres. Et si l'une de ces catégories que vous pouvez trouver dans les playlists, tout simplement, vous plaît, voire même plusieurs, eh bien, vous avez juste à aller sous la vidéo, il y a un petit bouton rouge, vous cliquez dessus et vous vous abonnez. C'est totalement gratuit. Ça fait du bien pour les petits youtubeurs que nous sommes de voir que notre travail vous plaît au point que vous vous abonnez pour en savoir plus et en découvrir un peu plus. Et si vous voulez vraiment ne rien louper en ce qui concerne cette chaîne et ce qui va être publié, les vidéos dans le futur, eh bien, il vous suffit de regarder la petite cloche qui est apparue, de cliquer dessus et de cocher recevoir toutes les notifications liées à la chaîne. Comme ça, dès qu'une vidéo sera publiée sur la chaîne, YouTube vous enverra une petite notif, vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus, à vous installer bien peinard, à votre aise, et à découvrir peut-être une nouvelle histoire dans le monde du paranormal surnaturel. Et pour terminer, si vous avez envie de m'aider, vous savez que vous pouvez aller me payer un petit café sur le site Ko-fi en me faisant un petit don, ou bien aussi en partageant cette vidéo ou même la chaîne, que ce soit de façon orale en parlant autour de vous, ou bien de façon virtuelle, nous allons dire, en utilisant bien tout ce qui est réseaux sociaux, mail, blog, sites de messagerie tels que Reddit par exemple, ou bien encore d'autres moyens que là j'ai oublié de citer, mais qui permettent de faire découvrir et de faire connaître cette chaîne à des personnes qui sont susceptibles, comme nous, d'aimer tout ce qui concerne le surnaturel. Et bien cette fois-ci, maintenant que la partie 2 est terminée, nous pouvons définitivement fermer le livre concernant les abductions, et plus particulièrement mettre un point final au chapitre de l'abduction de Pascagoula de 1973. Et puis finalement, pour cette semaine, il est grand temps pour moi, malheureusement, en tant que gardienne de la bibliothèque, de fermer les portes de celle-ci, de vous dire à la semaine prochaine, passez une bonne fin de week-end. Bye!